Alors avant de passer à la question du voyage interstellaire, il y a déjà un certain nombre de choses. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes aguerris en sciences quand même, vous en savez un peu. Vous savez un peu de science-fiction aussi, certainement. Vous n'êtes utopial, vous n'êtes pas ni ignorant ni en sciences ni en science-fiction, mais il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler, à mon avis, qui ne sont pas sans intérêt. C'est d'abord les distances qui nous séparent des étoiles. Et si on regarde d'abord dans le système solaire, où il y a donc les 8 planètes du système solaire, et puis tous les autres petits objets du système solaire, si on réduit le Soleil, qui est une taille considérable, le Soleil c'est un astre qui fait 1 400 000 km de diamètre, 109 fois plus gros que la Terre, 330 000 fois plus massif, c'est quand même un objet tout à fait impressionnant au regard des planètes. Alors si on le réduit à la taille d'une bille de 1 cm, la Terre c'est comme un point d'imprimerie, donc c'est une toute petite chose la Terre, et qui est située à 1 mètre du Soleil. Et si maintenant on regarde où se situent les frontières du système solaire, donc la planète Neptune qui est ici, les objets au-delà de Neptune on les appelle transneptuniens, Pluton est désormais un objet transneptunien, une planète naine, et puis il y a maintenant plusieurs centaines d'objets au-delà de Neptune. Alors Neptune est à 30 mètres du Soleil, ce qui est quand même déjà une distance assez considérable, ça veut dire si le Soleil c'est, mettons ça, la Terre est ici, où je suis, et c'est tout là-bas au fond, il y a Neptune. Et l'étoile la plus proche, elle se situe à 260 km à peu près. L'étoile la plus proche à 260 km à cette échelle-là. C'est-à-dire 260 km d'ici, je ne sais pas où c'est, c'est Brest peut-être, je peux avoir une idée des distances entre Nantes et Brest. Enfin, ça commence à être vraiment loin. Donc le Soleil, la Terre à 1 mètre, la fin, disons, du système solaire, en tout cas des planètes à 30 mètres, et l'étoile la plus proche à 267 km. Et à cette échelle-là, la lumière progresse de 2 mm à chaque seconde. 2 mm à chaque seconde. Vous imaginez faire 260 km, un petit voyage de week-end, à 2 mm par seconde. Ça prend un certain temps. Voilà, ça prend un certain temps. Eh bien, ça prend à peu près 4 ans, en fait. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, la lumière qui nous en vient, mais à peu près un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Donc, les distances qui nous séparent des étoiles sont considérables au regard des distances dans le système solaire, et on se rappelle que dans le système solaire c'est déjà un peu compliqué. Quand on va sur Mars il faut 6 mois, quand on va sur Jupiter il faut plusieurs années, et la sonde, on va en parler tout à l'heure, la sonde New Horizons qui va arriver l'année prochaine près de Pluton, elle est partie en 2006. Donc ça veut dire qu'il faut du temps pour se balader dans le système solaire, et les étoiles c'est encore pire. Alors là j'ai un petit plan qui représente le voisinage solaire. Le nom c'est pour montrer un peu le Soleil au centre, ici au centre, et puis des étoiles un peu autour. L'échelle qui est ici, cette longueur là, ça représente 10 années-lumière. Donc une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres, la distance parcourue par la lumière en un an, 10 000 milliards de kilomètres à peu près. Et voilà les étoiles autour du Soleil, Alpha du Centaure qui est l'étoile la plus proche. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de notre ciel, en éclat apparent, est une étoile qui se situe à 9 années-lumière. Donc on a une petite dizaine d'étoiles, disons, relativement proches, mais à la vitesse de la lumière, il faut au moins 4 ans, et peut-être jusqu'à 15 ou 20 ans pour atteindre les étoiles les plus proches, vraiment celles qui sont dans l'environnement du Soleil, à la vitesse de la lumière. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on sait faire comme vitesse ? Eh bien, si on regarde ce que savent faire les sondes Voyager, alors là sont ici les sondes interplanétaires pionnières, les 2 sondes pionnières, 2 sondes Voyager qui ont été le plus loin dans le système solaire. Alors les distances sont indiquées ici en unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, la distance moyenne Terre-Soleil. Donc les sondes les plus proches ont fait la Lune, Mars, etc. Et les sondes les plus lointaines qu'on ait pu envoyer, elles sont en ce moment à peu près à une centaine d'unités astronomiques. Donc elles sont bien au-delà de Neptune. Elles ont même, pour le cas de Voyager 2, pour Voyager 1, elles ont même franchi les limites du système solaire, c'est-à-dire cette zone où le Soleil a son influence, qu'on appelle l'héliosphère, et elles sont rentrées déjà dans le milieu interstellaire, en dehors de la zone où le Soleil a son influence maximum, à la fois par le champ magnétique, à la fois par la composition de la matière du milieu dans lequel vous baladez, à la fois par son influence gravitationnelle. Donc cette sonde, il n'y a que cette sonde-là qui finalement est allée dans le milieu interstellaire. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et les autres sont en train de progresser en s'éloignant du Soleil. Les distances sont indiquées ici en heures-lumière, pour vous donner une idée. Donc il faut 15 heures à la lumière, 15 heures à la lumière pour venir de ces sondes, par exemple, une quinzaine d'heures. Je rappelle que l'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière.
Là, c'est 15 heures-lumière. Et les vitesses à laquelle elle progresse, regardez, c'est indiqué là, on peut les regarder un peu, c'est typiquement, on va dire en chiffres ronds, une quinzaine de kilomètres par seconde. C'est une vitesse tout à fait considérable. Hein. Les avions de ligne, ils ne voyagent pas à des kilomètres par seconde, ils voyagent à des centaines de mètres par seconde, à des 0,1 km par seconde. 1 km par seconde, c'est 3600 km par heure. C'est, disons, des avions de chasse. 15 km par seconde sont ces sondes. C'est 20 000 fois plus lent que la lumière. 20 000 fois plus lent que la lumière. Ça veut dire que si on visait exactement l'étoile la plus proche, qui est à 4 années-lumière environ, si on la visait exactement à 15 km par seconde, on avance 20 000 fois plus lentement que la lumière, il faut 4 fois 20 000 ans. 80 000 ans. Voilà. Actuellement, le truc le plus high-tech, si je veux dire, le plus rapide qu'on sait faire, il faut 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Inutile de vous dire qu'on n'essaie pas de la viser. Hein, je veux dire, on ne fait pas de mission. Une mission interplanétaire, une mission spatiale, déjà, ça se construit sur des dizaines d'années. Ensuite, ça s'envoie dans l'espace, où elle vit pendant, ça peut être quelques dizaines d'années, parce que le temps d'aller sur place, sur Jupiter, Saturne par exemple, autour de Jupiter ou de Saturne, et puis ensuite que la mission se fasse, eh bien voilà, l'extension complète entre la conception et la fin de la mission, ça peut s'étaler sur 25 ou 30 ans, et regardez, dans le cas des sondes voyageurs, ça s'étale même depuis pratiquement 40 ans. Elles sont encore suivies, on sait où elles sont, on sait les suivre. Alors voilà, c'est pour dire qu'il faut aller beaucoup plus vite qu'on ne sait le faire actuellement si on veut atteindre les étoiles. Par beaucoup plus vite, il ne faut pas voyager à peut-être 20 000 fois moins vite que la lumière, un 20 millième de la vitesse de la lumière, mais il faudrait voyager peut-être à 1%. Si on va à 1% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà un progrès considérable par rapport à actuellement, il faut déjà quand même 400 ans pour atteindre cette étoile la plus proche. C'est déjà 400 ans, on sent que c'est un peu long. On n'a pas envie d'être dedans. Et puis ceux qui en voient, ils sont morts plusieurs fois, si j'ose dire. Enfin, eux, ils sont morts, et leurs descendants sont morts, et leurs descendants de descendants sont morts quand la mission arrive. Donc, ça nécessite, c'est un projet de très long terme. En allant déjà à 1% de la vitesse de la lumière, ce qu'on pourrait peut-être imaginer faire, ce qui n'est pas en dehors de nos moyens techniques, si on y met vraiment d'énormes moyens, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça pour une petite mission. Alors, je ne parle pas des missions voyageurs. Alors, au-delà de cette problème de vitesse, je vais attirer votre attention sur un point de physicien, c'est que finalement, aller vite, ça nécessite de dépenser une énergie considérable. Aller vite, ça nécessite de dépenser une énergie considérable. Ça, c'est un point important qui va être le point focal, en fait, finalement, de toutes ces affaires de voyage interstellaire. C'est pas tellement le problème de la motorisation. Je vais pas discuter tellement est-ce qu'on prend un moteur en antimatière ou un moteur, je sais pas quoi. Je donnerai 2-3 éléments. Mais ça, c'est un point important qui est un point technique. Mais il y a un point fondamental. Avant même d'en arriver à discuter de la solution technique, c'est d'où vous sortez l'énergie. Ça, c'est important parce qu'en physique, l'énergie, c'est la mesure de votre capacité à faire des transformations. Si vous voulez fabriquer ce meuble, il va falloir payer l'énergie. Si vous voulez le détruire, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le réchauffer, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le refroidir, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le transformer, il faut payer... Quoi que vous fassiez, il faut payer l'énergie. Et plus vous voulez faire de grandes choses, et plus il faut payer l'énergie. Et dans le cas du interstellaire, il faut payer beaucoup d'énergie. Et c'est ça le point fondamental, c'est d'où vous allez la sortir. Alors j'ai pris pour exemple ici cette fusée très emblématique de la conquête spatiale, la fusée Saturne V au décollage. Fusée Saturne V qui a emmené les astronautes des missions Apollo vers la Lune. Alors, si j'essaie d'estimer combien d'énergie ça coûte d'envoyer, j'ai pris 1000 tonnes de charge utile. 1000 tonnes de charge utile, c'est pas un... C'est la moitié de la tour Eiffel ou un tiers de la tour Eiffel. C'est un beau tas de ferraille, si je veux dire. Enfin, il y a de quoi mettre des choses. Mais il n'y a pas suffisamment de masse dans un vaisseau de 1000 tonnes pour mettre des humains dedans. Il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez tout ce qu'il faut pour les faire voyager jusqu'à cette étoile. Supposons que ça soit à 0,1 de la vitesse de la lumière, c'est le symbole de la vitesse de la lumière, donc 10% de la vitesse de la lumière, il faut donc une quarantaine d'années. On se dit, oh, 40 ans, c'est pas mal. Si on sait faire ça, c'est pas mal. Eh bien, envoyer 1000 tonnes de charge utile, c'est-à-dire c'est que de la ferraille, c'est que des sondes, des orbiteurs, du matériel, des caméras, des systèmes de télécommunication, des batteries, tout ce que vous voulez. C'est du matériel uniquement, pas d'humain dedans, pas d'être vivant. Eh bien, 1000 tonnes de charge utile à 10% de la vitesse de la lumière, il faut communiquer à ces 1000 tonnes à peu près l'équivalent de la consommation humaine annuelle d'énergie. Ça veut dire, pour faire plus simple, pendant un an, on coupe tout, on arrête tout là, tout ça s'arrête, les voitures, tout l'électricité, on arrête tout ce que font les humains en énergie, on en fait un gros tas, je passe sur les détails techniques évidemment, qui sont non négligeables, on fait un gros tas de cette énergie,
on injecte cette énergie, ça va passer par un moteur, on injecte cette énergie dans les 1000 tonnes, et vous allez à 10% de la lumière. C'est pas Star Trek encore, hein, vous voyez, c'est pas Star Wars, c'est pas tout ça. Donc ça veut dire que l'effort à fournir pour envoyer 1000 tonnes à 10% de la lumière, qui ferait un voyage d'une quarantaine d'années pour atteindre Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, ça nécessite de prendre toute l'énergie que l'humanité consomme, sans exception, et de l'injecter avec 100% de rendement dans le vaisseau que vous avez fait. Sachant que les rendements ne sont jamais de 100%, sachant qu'il y aura des problèmes, voilà. Ça vous dit que c'est pas facile. Il faut vraiment prendre beaucoup, il faut prendre tout votre budget énergétique, et même peut-être plusieurs fois votre budget énergétique annuel pour faire ça. Alors je compare avec Saturne V, parce que Saturne V, au décollage, le moteur principal de Saturne V, c'est quelque chose. C'est un engin qui, pendant 165 secondes, c'est-à-dire un peu moins de 3 minutes, le temps que la fusée décolle, le premier étage, il a fourni 120 gigawatts, 120 milliards de watts, 120 centrales nucléaires. Le premier étage de Saturne V, pendant 3 minutes, c'était 120 centrales nucléaires. Voilà, il faut réaliser l'engin. C'est absolument extraordinaire comme machine. La puissance de cette machine est extraordinaire. Elle n'a même pas duré 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ça s'arrête. Et ça a permis de mettre tout le train lunaire, quand je dis le train lunaire, toute la structure, qui ensuite est allée vers la Lune en orbite. Ça ne l'a pas envoyé vers la Lune, ça a mis le train lunaire en orbite. Après, ils ont fait plusieurs tours de la Terre, et hop, ils sont partis, une petite coup de propulsion supplémentaire, ils sont partis. Et cette chose-là, ça représentait un peu moins de 1% de la puissance que produisait l'humanité à l'époque. 1%. 1%, effectivement, c'est un budget intéressant. Si je vous dis, donnez-moi chacun 1% de votre salaire mensuel, et avec ça, on va organiser l'Utopial, par exemple, peut-être, vous pourriez dire, peut-être j'ai mieux à faire avec ce 1% là, mais essentiellement, ça va pas, vous n'allez pas le ressentir de manière, vous allez le voir, mais ça ne va pas vous détruire votre niveau de vie essentiellement, vous allez pouvoir continuer presque comme avant. 1%, c'est pas grand-chose, disons. Si on imagine que le budget énergétique d'une mission interstellaire doit représenter, mettons, 1% du budget énergétique humain, actuellement, il représente plutôt 100%, peut-être même 200 ou 300%. Si on imagine qu'il doit représenter 1%, ça veut dire qu'il faut multiplier par au moins 100 et peut-être 200 ou 300 la capacité de production énergétique de l'humanité. Le facteur 100, il a été déjà fait une fois entre l'ère pré-industrielle et l'ère moderne. On est passé d'un facteur 100, l'énergie produite par l'humanité au XXe siècle est typiquement une bonne centaine de fois supérieure à ce que produisait l'humanité avant l'ère industrielle, qui s'est décomposée en gros en 2 parties, pour faire simple. Il y a à peu près 10 fois plus d'habitants sur Terre, et chaque habitant consomme en moyenne 10 fois plus d'énergie. Je dis bien en moyenne, parce qu'en pratique, en Afrique, ils consomment à peu près pareil qu'il y a 100 ans. Et en France, on consomme mais beaucoup plus qu'il y a 100 ans. Beaucoup plus qu'il y a 100 ans. En France ou dans les pays occidentaux en général. D'accord ? Donc à la fois, la production par tête d'humains et le nombre d'humains ayant été multipliés, on a abouti à un bon facteur 100 dans la capacité de production énergétique humaine. Si on veut donc faire un voyage interstellaire, il faudrait, pour que ce soit un petit budget, une petite fraction du budget énergétique humain, multiplié par peut-être 100 ou 200, encore une fois, l'énergie dont dispose l'humanité, dans un contexte où on est plutôt en train de se dire d'où on va sortir l'énergie dans 50 ans. Parce que le pétrole, ça descend, le gaz, ça descend, le charbon, ça descend, l'uranium, ça va descendre, et ça descend. Voilà, donc on est dans un contexte où l'énergie, on ne la sort pas sous le sabot d'un cheval, et il faudrait multiplier par 100 pour pouvoir en fournir 1% dans un voyage interstellaire. Donc il faut beaucoup plus d'énergie. La solution passera par, il faut que l'humanité dispose de beaucoup plus d'énergie. Alors j'ai fait un petit calcul, même en imaginant que tout se passe bien, j'oublie complètement tous les problèmes énergétiques qui pourraient se poser à l'horizon, mettons 2030, 2050, toutes les questions qui sont soulevées par l'alimentation d'énergie de l'humanité dans les 30 ou 40 prochaines années. Imaginons qu'on continue à progresser en production d'énergie comme on progresse depuis déjà un certain nombre d'années, 1,5% par an. Il faut 310 ans pour atteindre ce x100. Ça veut dire que même si tout va super bien, je suis un peu désagréable, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai des choses plus optimistes après, mais même si tout se passe bien, il faut peut-être 300 ans avant qu'on ait un total d'énergie suffisant pour qu'un voyage interstellaire pas trop exagéré, raisonnable, ne représente que 1% du budget de l'énergie de l'humanité. Voilà, donc c'est pas pour demain, le voyage interstellaire, c'est pas pour demain.
Voilà, un voyage interstellaire un peu ambitieux. 1000 tonnes, c'est ambitieux quand même, hein. C'est pas mal de choses qu'on pourrait imaginer. Les premières missions martiennes, c'était des orbiteurs, des choses qui tournaient autour de Mars. Les premières missions au sol, c'était Viking, c'était posé au sol, ça bougeait pas. Les premiers robots qui se sont déplacés, le premier robot Sojourner, c'était comme une boîte à chaussures, hein. C'était un peu près aussi grand qu'une boîte à chaussures. Les deuxièmes robots, Opportunity et Spirit, c'était un peu plus grand. C'était des trucs qui étaient métriques, un peu moins d'1 mètre de taille. Et le dernier, Curiosity, il fait la masse d'une voiture, il fait quasiment 1 tonne. Donc vous voyez qu'on progresse, les ambitions progressent. On pourrait imaginer d'abord, si on envoie, mettons, un iPhone en orbite autour d'Alpha du Centaure, c'est déjà super, quoi. On aura des photos d'Alpha du Centaure. Même un iPhone, il n'y a pas besoin d'avoir de la grande technologie. Simplement, ces photos, il faut qu'elles reviennent. Et donc, il faut tout le système de communication qui va envoyer les photos sur Terre. Et le système de communication, il pèse. Et il faut l'énergie pour alimenter ce système de communication, et ça pèse. Et il faut le moteur pour envoyer tout ça là-bas, et ça pèse. Donc, même pour envoyer un simple iPhone, une mission très peu ambitieuse, il faut déjà énormément. Et puis, il faut s'assurer que l'iPhone, il va fonctionner au bout de 40 ans de voyage. Et ça, c'est pas sûr. D'accord ? On n'est pas très sûr. Il faut s'assurer que la techno va fonctionner sur la période du voyage. Donc ça nécessite des engins, des objets techniques qui ne sont pas exactement ceux du grand public, du commerce. J'entends par là, il faut qu'ils soient raffinés en point de vue de leur qualité, si j'ose dire. Alors, pour vous montrer la difficulté, une autre façon de vous montrer la difficulté, voilà comment ça fonctionne la propulsion actuellement. Essentiellement, on éjecte de la matière à l'arrière, on éjecte une petite masse à une grande vitesse, et la grosse masse à l'avant, la grosse masse, ce qui reste de la fusée, va accélérer un petit peu. Donc on gagne de la vitesse en éjectant de la masse à l'arrière. Ça s'appelle action et réaction. C'est ce que font les poulpes. Les poulpes font ça, ils éjectent de l'eau avec un petit muscle spécial. Et puis les avions en réaction, évidemment, et les fusées. Évidemment, les fusées, dont la fusée de Tintin que vous avez tous reconnue. Pour ceux qui aiment les formules, j'en mets une. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'était pas une conférence scientifique un peu rude. On va dire, ah, le Hooke, ça rigole pas. Ça veut dire que l'incrément de vitesse, je lis cette formule pour ceux qui ne sauraient pas la lire, et puis s'ils veulent l'oublier, c'est pas grave, ceux qui savent la lire, ils comprennent tout de suite. L'incrément de vitesse, la vitesse que vous gagnez, c'est quoi? C'est le produit de la vitesse d'éjection, il faut éjecter vite, et multiplié par le logarithme du rapport entre la masse initiale de la fusée et la masse finale. Ça fait pas rigoler, hein? Bon, ceux qui savent, je n'explique pas plus, ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, vous oubliez directement. Mais il faut payer à la fois en masse d'éjection et en vitesse d'éjection. Donc il faut éjecter idéalement beaucoup et vite. Éjecter beaucoup, c'est compliqué parce que plus vous prenez de la masse à éjecter, cette masse à éjecter, il faut l'emporter avec vous, il faut donc l'accélérer pour l'éjecter. Donc plus vous emportez de la masse à éjecter, plus il faut de la masse pour éjecter la masse à éjecter. Il y a une manière de cercle vicieux qui fait que bon, ça ne va pas s'arranger comme ça. Et la vitesse d'éjection, c'est il faut extraire de l'énergie de cette matière que vous avez emportée, du carburant, pour dire les choses simplement. Il faut extraire de l'énergie et la transformer en vitesse d'éjection du gaz, pour que le gaz y parte vite. Et cette façon d'extraire de l'énergie, c'est le moteur. D'accord ? C'est la façon dont va fonctionner votre moteur, ce sera votre choix de motorisation. Alors, si on veut aller aussi vite que la vitesse d'éjection, il faut prendre 2 fois plus de masse, presque 3 fois plus de masse initiale que de masse finale. Donc vous voulez 1 kg au final, il faut prendre 3 kg au début. Si vous voulez 1000 tonnes, il faut 3000 tonnes. Et vous avez juste la vitesse d'éjection. Si vous voulez aller 100 fois plus vite que la vitesse d'éjection, alors il faut prendre 10 puissance 43 fois. J'ai beaucoup, enfin je veux dire, ça devient délirant. J'ai mis les noms pour vous montrer à quel point c'est délirant. Un simple chiffre. La fusée ultime c'est quoi? Vous prenez toute la masse de l'univers observable. Et la charge utile, c'est un proton. Vous faites rien avec un proton. Et vous essayez de faire la fusée la plus boum d'un coup, en réaction. Un proton, c'est un atome d'hydrogène. Ça, c'est la charge utile, qui est poussée aux fesses en éjection à une vitesse habituelle qui est à peu près 10 km par seconde, qui est la vitesse d'éjection des fusées actuelles. Les fusées qu'on sait faire, Saturne 5, toutes les fusées qu'on sait faire. Vous prenez la masse de l'univers observable qui pousse un proton, et la vitesse finale, c'est même pas 2000 km par seconde. 2000 km par seconde. Ça veut dire minable. C'est beaucoup par rapport à ce qu'on sait faire, mais c'est minable. Il y a l'univers entier au cul de la fusée, et c'est 2000 km par seconde. D'accord ? Donc c'est pas en augmentant la masse qu'on va vraiment augmenter la vitesse finale de la fusée. Augmenter la masse, c'est une bonne idée, mais c'est pas suffisant. Parce que chaque fois que vous augmentez la masse, vous devez pousser cette masse qui vous sert à pousser la fusée plus tard. Et donc ça, finalement, il y a un cercle vicieux d'une certaine façon qui s'installe. La meilleure solution, c'est d'augmenter la vitesse d'éjection. Il faut pousser vite, mais vraiment vite. Alors là, j'ai montré, si on prend 10 km par seconde comme vitesse d'éjection,
et qu'on veut atteindre 10% de la vitesse de la lumière, votre objectif final, c'est d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière, pour notre petite mission de tout à l'heure. Mais vous vous éjettez à 10 km par seconde, qui n'est pas 10%, qui est 30 000 fois moins que la vitesse de la lumière. C'est pas 10 fois moins, c'est 30 000 fois moins. Et bien voilà, enfin bon, les nombres sont délirants derrière. Donc il faut à la fin éjecter vite. Voilà la solution, c'est être capable d'éjecter vite la matière que vous avez emportée, mais vraiment vite. Vraiment vite, ça veut dire à une fraction de la vitesse de la lumière, 10% ou 20% de la vitesse de la lumière. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça. On sait éjecter à 10 km par seconde. On a des moteurs ioniques, des moteurs à propulsion électrique, donc qui accélèrent du xénon, en l'occurrence, par exemple, du gaz xénon, et qui accélère jusqu'à plusieurs milliers, éventuellement de kilomètres par seconde, ce qui est bien plus rapide que ce que savent faire les fusées actuellement, mais ils éjectent des petites quantités de matière. C'est la propulsion qu'on appelle électrique, propulsion ionique. Donc on s'est éjecté, disons, assez vite, plutôt dans la gamme des 1000, peut-être entre 1000 et 10 000 km par seconde, mais pas beaucoup de matière. Ou alors on s'est éjecté beaucoup de matière, comme la grosse fusée tout à l'heure, mais pas très vite. On est un peu, voilà, entre deux eaux. Et essentiellement, la réponse à tout ça, c'est un problème d'énergie. Pour faire ça, là, c'est une vue d'artiste de ce que pourrait être une fusée à propulsion nucléaire, un réacteur nucléaire dans la fusée dont on prend l'énergie. Le réacteur nucléaire, c'est quelque chose qui va extraire beaucoup d'énergie de la matière. Par beaucoup d'énergie, voilà, selon le type de propulsion que vous choisissez, la fraction d'énergie que vous êtes capable d'extraire. Là, vous pouvez extraire, en propulsion chimique, vous extrayez que 1 milliardième de l'énergie de masse de la matière. C'est ridicule. C'est la chimie, c'est les explosions, ça fait plein de choses. Hein. Si on vous fait péter une bombe ici, c'est pas souhaitable, mais enfin, ça va faire du bruit, ça va s'entendre, ça va se voir. Donc la chimie, ça produit de l'énergie. Mais ça n'extrait que 1 milliardième de l'énergie de masse. Nous, ce qu'on aimerait, c'est extraire beaucoup plus que ça de l'énergie de la masse que vous emportez. Si on prend la propulsion nucléaire, on peut extraire une fraction de pourcent de l'énergie de masse. C'est déjà beaucoup mieux, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires à fission, hein, qui, en France en tout cas, fournissent l'essentiel de l'électricité en France. Dans les centrales à fusion, le réacteur ITER, c'est des réacteurs au sol. On est en train de le construire. C'est un projet, c'est une grande expérience qui va ensuite peut-être déboucher vers la production d'électricité et d'énergie par fusion thermonucléaire, l'assemblage de noyaux légers pour faire un noyau plus lourd, alors que la fission, c'est on casse un gros noyau comme de l'uranium en deux et on extrait l'énergie, on récupère l'énergie qui résulte de cette brisure. Eh bien, fission ou fusion permet d'atteindre 2%, peut-être 4% de la vitesse de la lumière en vitesse d'éjection. C'est pas mal. Mais ça veut dire mettre un réacteur nucléaire dans l'espace à fission ou à fusion. Vous imaginez la complexité de faire ça. Et puis, évidemment, la sûreté, les problèmes de sûreté qui vont avec ça. On n'imagine pas mettre un réacteur nucléaire dans l'espace comme ça, sans prendre on met dans la fusée le réacteur nucléaire, est-ce que ça vous plaît comme idée par défaut ? Vous dites sûrement, si vous êtes pro de la SF, vous aimez l'aventure, mais quand même, prenons des précautions. Ça veut dire que ça prendra un certain temps avant qu'on soit capable de qualifier un réacteur nucléaire pour être envoyé dans l'espace. Et puis la fusion, enfin le système ultime, qui est le système de réaction entre matière et antimatière. L'antimatière, c'est une sorte de miroir de la matière ordinaire, qui a essentiellement une charge électrique opposée. Si on prend un anti-électron, qu'on appelle un positron, il a une charge positive, alors que l'électron a une charge négative. Un antiproton, il a une charge négative, alors que le proton a une charge positive. Et si on fait réagir matière et antimatière, ça s'annihile et on récupère. L'intégralité de la masse est transformée en énergie. En pratique, on ne peut pas récupérer 100% de cette énergie. Il y en a qui est émise sous forme de lumière, qui n'est pas facile à récupérer. On récupère à peu près 60%. Quand on fait annihilation matière-antimatière, on peut espérer récupérer 60% de l'énergie de masse. Là, c'est un vrai nombre intéressant, et espérer atteindre 60% comme vitesse d'éjection, 60% de la vitesse de la lumière. Donc là, ça devient intéressant. Matière-antimatière, c'est peut-être génial. Le problème, c'est qu'il faudrait des kilogrammes d'antimatière pour faire ça. Et on produit actuellement l'intégralité de toutes les expériences de physique des particules de l'humanité. On produit peut-être quelques millionièmes de grammes d'antimatière. Et c'était pour faire de la science, hein, c'était pas pour produire d'antimatière et à but, disons, de propulsion, par exemple. Donc il y a du chemin à parcourir, c'est pas de l'ordre de l'impossible, c'est de l'ordre du techniquement difficile. Et donc ça sera long, ça sera donc long. Alors, il y a quand même des projets qui ont été faits, notamment la British Interplanetary Society, c'est un des projets les plus anciens, il y a eu un certain nombre d'autres projets qui ont été faits depuis. Je mets celui-ci, le projet des Dédalus, parce qu'il est historiquement important. Et que si on tente le coup quand même,
c'est pensable, est-ce qu'on peut chiffrer les choses, montrer la difficulté des choses et essayer de voir quels vont être les points techniques, identifier les points techniques sur lesquels il faudra travailler dans les années, les dizaines d'années qui suivent pour passer le cap technique. Alors là, c'est une vue d'artiste du projet Dédalus. La charge utile, elle est ici. Là, il y a un bouclier qui protège la charge utile. La charge utile, c'est ça. Ça, c'est la propulsion secondaire et ça, c'est la propulsion primaire. Les sphères ici sont des réservoirs. Là, ici, il faut rendre compte, l'échelle, c'est 50 mètres de diamètre. 50 mètres de diamètre. C'est un réacteur à fusion, c'est énorme. Enfin, c'est une machine énorme qui est là. Et ce que contient les réservoirs, ben, c'est pas un carburant qui court les rues, c'est de l'hélium 3. L'hélium 3, c'est un isotope de l'hélium, qui est l'hélium courant, c'est l'hélium 4. Il n'y en a presque pas sur Terre. Alors il faut aller le trouver ailleurs. Et où? Sur Jupiter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la machine en orbite de la Terre, je résume rapidement quand même, on fait la machine en orbite autour de la Terre, parce qu'elle est tellement massive qu'on ne va pas l'envoyer depuis le sol, on la fabrique en orbite. Il faut donc fabriquer une énorme machine en orbite, on sait faire ça un peu, la Station Spatiale Internationale, elle est construite en orbite, mais bon, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut envoyer un certain nombre de transporteurs qui amènent les millions de tonnes pour cette machine-là. Les millions de tonnes de la machine en orbite, ça va coûter du temps, de l'argent, des efforts. Et la charge utile ici, c'est 450 tonnes, vous voyez, c'était de l'ordre de grandeur, moi je parlais de 1000 tonnes tout à l'heure. On met en orbite, ça va vers Jupiter, ça s'arrête, et ça va moissonner, si j'ose dire, l'hélium 3 sur Jupiter. Donc vous voyez déjà, il faut industrialiser Jupiter, il faut être capable d'avoir non seulement construire une énorme machine en orbite autour de la Terre, mais en plus il faut être capable de récupérer la matière première qui vous sera utile dans Jupiter. Vous remplissez vos réservoirs et boum, c'est parti. Vous pouvez espérer atteindre à peu près 12% de la vitesse de Jupiter en faisant fusionner de l'hélium 3 et du deutérium qu'on trouve sur Terre, qui n'est pas un élément extrêmement abondant, un isotope extrêmement abondant, mais qu'on trouve dans l'eau de mer à peu près pour chaque 100 000 atomes d'hydrogène dans l'eau de mer, il y a un atome de deutérium. Donc on peut espérer en récupérer. Et si vous faites ça, vous espérez, vous avez une machine qui va produire 37 terawatts, 37 000 milliards de watts. L'humanité actuelle, elle produit 15 terawatts, 15 000 milliards de watts. Donc vous avez une machine, cette machine, elle toute seule va produire en continu, pendant la durée du voyage, 3 fois la puissance, en gros 2 à 3 fois la puissance actuelle que l'humanité produit. Elle fait ça, elle arrive à l'étoile de Barnard. Là, ils avaient visé l'étoile de Barnard, plutôt qui n'est pas la plus proche, mais qui est une étoile intéressante aussi, en 50 ans. Vous voyez les efforts. Construire une énorme machine en orbite, moissonner l'hélium 3 sur Jupiter, remplir les réservoirs sur Jupiter, c'est-à-dire on n'y est pas sur Jupiter, on a une sonde qui retourne autour de Saturne. Et c'est une petite sonde qui s'appelle Cassini, qui regarde Saturne et qui fait les satellites de Saturne. C'est compliqué, d'accord? Ça veut dire que ça va être compliqué. On peut le penser, mais c'est compliqué.